Une cinquantaine de vaches périssent dans un incendie majeur à Chicoutimi et en 2013, les propriétés unifamiliales devraient encore être les plus grands vendeurs du marché immobilier. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du Web Journal du mercredi 23 janvier 2013. Une cinquantaine de vaches Holstein ont péri dans un incendie majeur qui s'est déclaré tôt en avant-midi dans une grange de Chicoutimi. L'édifice appartenant à l'animateur de radio CKRS, Richard Bédard, était loué à un couple qui hébergeait son cheptel. Les deux locataires possédaient le troupeau depuis seulement 3 ans et demi. Le feu s'est vite transformé en un brasier qui a donné beaucoup de fil à retordre aux pompiers, vu les conditions climatiques et l'absence d'une bande fontaine. Les pertes matérielles n'ont pas encore été évaluées. Le froid des derniers jours pourrait occasionner une pointe de consommation historique de 39 000 MW pour Hydro-Québec. L'ancienne marque remonte à 37 700 MW et date du 24 janvier 2011. La moyenne à ce temps-ci de l'année varie entre 34 000 et 36 000 MW. La Société d'État demande à ses usagers de réduire leur consommation d'énergie en baissant le chauffage d'1 degré ou en reportant l'usage de gros électroménagers à plus tard, même si elle ne craint pas d'éventuelles pannes. Pour la première fois depuis 2009, les propriétés unifamiliales sont les plus grands vendeurs du secteur immobilier. Alors que ces habitations ont connu une croissance de 3 %, les ventes de copropriétés sont demeurées stables. Francesca Hébert, vous vous êtes penchée sur le sujet. Quelles sont les prévisions en 2013 dans le secteur immobilier? Oui, en effet, Nicolas, en 2013, les spécialistes s'entendent pour dire que les ventes de propriétés au Canada devraient refléter le rendement de l'an dernier. Le prix moyen d'une maison unifamiliale a atteint 175 000 $, une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance connaîtra bientôt un essoufflement, selon le directeur immobilier Léonce Gagnon. Historiquement, l'immobilier, là, il y a une correction qui se produit à peu près à tous les 7 ans. Et là, ça fait quand même depuis 2000 qu'on est en croisière. Augmentation des ventes, augmentation des prix, augmentation des ventes. Ça fait un cycle de 12 ans. Ça fait que c'est un très long cycle, là. L'année 2012 a été marquée par un resserrement des règles concernant l'assurance des prêts hypothécaires. Passant de 35 à 30 ans, cette nouvelle s'est fait durement sentir dans le monde de l'immobilier. Seul point positif, les taux d'intérêt sont demeurés bas. Sauf, ce qui aidait, c'est que les taux d'intérêt étaient bas. Puis c'est ça qui a continué de faire l'activité quand même. Parce que soit un bruit de taux d'intérêt bas, ça aurait été plus violent que ça. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant l'achat d'une propriété puisqu'il s'agit d'un important investissement. L'augmentation des taxes de 2013 pourrait bien faire reculer des acheteurs potentiels. Les taxes municipales 2013, là, dans Ville-Saguenay, c'est une bonne augmentation. Les acheteurs vont être peut-être obligés de changer leur... ils voulaient acheter telle maison, ils vont peut-être aller vers plus bas un peu. Depuis quelques années, les nouveaux propriétaires optent davantage pour l'achat d'un duplex. De cette façon, ils peuvent obtenir un revenu fixe de location et ainsi se sentir davantage en sécurité. Au niveau canadien, c'est près de 400 000 habitations qui devraient changer de propriétaire au courant de 2013. Francesca Hébert, ATM Nouvelles, Saguenay. 8 ans après que la franchise Walmart ait fermé ses portes, le président du conseil d'arrondissement de Jonquière, Régent Laforêt, affirme avoir eu des discussions avec les dirigeants des Smart Centers sur l'avenir du magasin de Jonquière. Le projet de Smart Centers, qui était déjà en branle, a automatiquement cessé avec la fermeture du magasin en 2005. Simon Leblanc, qu'advient-il des Smart Centers à Jonquière? Eh bien, ce qu'il est important de savoir en ce qui concerne les Smart Centers, c'est que c'est le plus important promoteur en ce qui concerne des magasins extérieurs, des centres d'achat extérieurs. Il y en a plus de 200 au Canada. Donc, comme l'a été mentionné, les Smart Centers étaient déjà en branle à Jonquière, mais avec la fermeture du magasin Walmart, ça a complètement cessé. Et la plupart des magasins Walmart appartiennent à des dirigeants des Smart Centers, ce qui est la plus grosse bannière de ces Smart Centers-là. Donc, la fermeture est venue créer une certaine problématique là, avec les Smart Centers de Jonquière. Où en est-on aujourd'hui là, avec le projet? Eh bien, j'ai posé la question à M. Régent Laforêt et je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire sur le sujet. Mandaté par M. le maire pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai rencontré les dirigeants de Smart Center. Et puis là, présentement, on a des rencontres qui se font pour voir
quel pourrait être le zonage ou ces choses-là. Et on va regarder avec eux parce que ça ne nous appartient pas. Ça appartient à, justement, Smart Center, l'organisation, ces terrains-là. Mais on voit qu'il y a une certaine volonté de réouvrir après presque 8 ans là, de fermeture. Comment se déroulent les discussions avec les dirigeants des Smart Centers présentement? Eh bien, selon M. Laforêt, les discussions sont franches, sont bonnes. Il y a du développement. Il dit que les dirigeants de Smart Center semblent avoir de l'ouverture concernant le dossier, concernant une éventuelle réouverture du Walmart et le développement des Smart Centers. Et M. Laforêt dit avoir mis beaucoup de pression politique dernièrement, au cours des derniers mois, ce qui a ouvert la porte sur le dossier. Que pense la Ville au sujet du magasin Walmart qui est fermé depuis 2005? Eh bien, encore une fois, je vous laisse entendre ce que M. Régent Laforêt avait à dire. On commence à être tanné un peu là, de voir ce Walmart-là fermé. Et si c'est un exemple qu'il voulait donner au niveau de la non-syndicalisation, bien, je pense que ça a assez duré. Là. Et puis, si c'est pas le cas, bien, je pense qu'ils doivent être tannés de payer un peu les taxes là-dessus. Là. Puis là, ça fait quelques millions qu'ils payent pour rien depuis qu'ils sont fermés. Là. Comment les propriétaires de Walmart et de Smart Centers là, au Québec voient l'arrivée du concurrent Target? Eh bien, comme la plupart des dirigeants détiennent un Walmart qui est la principale bannière et Target est le principal concurrent des Walmart, avec l'arrivée des Target au Québec, c'est certain que ça vient créer une plus grosse concurrence encore. Et si Target vient s'installer à Jonquière, ça va forcer un peu les dirigeants des Smart Centers à ouvrir un Walmart à Jonquière pour maintenir la concurrence entre ces gros concurrents des grands marchés à grande surface. Là. Et puis, Simon, vous en avez aussi profité pour demander à M. Laforêt s'il y avait du nouveau concernant l'avenir de l'Église Fatima? Eh bien, non, le dossier suit son cours. Ils ont fait évaluer les coûts des réparations qu'il y aura à faire, à savoir à quel point l'Église est désuète. Et je lui ai posé la question à savoir s'ils étaient intéressés à racheter l'Église. Et il m'a mentionné que non, il n'était pas intéressé et que le dossier de ce côté-là va au gouvernement. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir. L'entreprise Produits forestiers résolus suspend la récolte forestière au nord du lac Saint-Jean, dû au froid des derniers jours. Des températures extrêmes de moins 45 degrés Celsius ont été ressenties au nord de Girardville, brisant ainsi de la machinerie, ce qui a compliqué le travail des forestiers. On ne sait pas encore le nombre d'employés touchés par cette mesure, mais ils devraient tous reprendre le travail lundi. Par ailleurs, les travailleurs retraités de Produits forestiers résolus sont confrontés à un choix difficile. Ils doivent décider qui sera le gestionnaire des sommes accumulées dans le fonds de pension collectif au cours de leurs années de travail. Les employés peuvent rester avec le fonds de pension de PFR qui leur versera 100 % des sommes prévues. Toutefois, si l'entreprise ferme ses portes comme elle a bien failli le faire en 2011, le fonds pourrait perdre beaucoup de valeur. L'autre option des employés est de transférer les cotisations à la Régie des rentes du Québec, avec des pertes pouvant aller jusqu'à 35 %. Chaque employé devra décider personnellement. Le Théâtre Banque Nationale a ouvert ses portes la semaine dernière, mais bien des citoyens sont encore mécontents du nom que porte la salle. Le comité Auditorium du Four a mis en ligne une pétition en décembre dernier pour que la salle retrouve son nom initial. Mon collègue Jasmin Dumas a rencontré le porte-parole de ce comité, Marc Rainville. Alors, M. Rainville, bienvenue. Oui, bonjour Jasmin. Alors, pourquoi, on va aller droit au but, pourquoi vous et votre groupe tenez tant à ce que la salle de spectacle du Cégep de Chicoutimi garde son appellation Auditorium du Four? Bien, d'abord, c'est un petit peu l'histoire, si on veut, de la salle elle-même. Hein, l'Auditorium du Four, cette salle de spectacle-là, a toujours été dans le Cégep de Chicoutimi. Puis le monsieur Dufour, quelqu'un en question qui est un monseigneur, en fait, est quelqu'un qui s'est toujours investi dans le domaine de la culture et des arts. Il était directeur de chorale, entre autres, donc il a donné le goût de la musique. Alors nous autres, on dit, ça a une signification, puis une salle de spectacle, c'est aussi une identité. Hein. Donc dans ce sens-là, on trouve que Banque Nationale, bien, c'est une marque commerciale, hein. Donc c'est pas très représentatif du domaine des arts. Okay. Alors c'est ça notre objectif principal, c'est qu'on revienne à un nom significatif. Puis maintenant, le contrat entre la Ville et puis Banque Nationale est déjà signé. Donc, pourquoi continuer à mener votre combat? Bien ça, le contrat est signé. Bien sûr qu'au moment où ils ont pris cette décision-là, il n'y a pas eu de consultation publique. Nous, on dit que c'est toujours le temps, si on veut, de pouvoir faire quelque chose quant au nom de la salle de spectacle. On se dit que même deux partenaires qui ont signé des contrats, on peut, de bon gré, décider de changer une partie de ce contrat-là,
puis à partir de ce moment-là, accepter de revenir au nom initial. Ce qui ne signifie pas qu'ils vont perdre nécessairement de la visibilité. Hein, il y a des modèles ailleurs au Québec où on voit des noms de théâtre avec en sous-titre, mettons, un commanditaire privilégié, par exemple Banque nationale. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est revenir au nom. Et en ce sens-là, on pense que par la bonne volonté, si on veut, des instances décisionnelles là-dedans et des gens qui ont signé ce contrat-là aussi, qui puissent accepter de revenir au nom initial, tout en, on comprend ça, en préservant leur intention de visibilité. Vous avez décidé, pour parvenir à vos fins, de mettre en ligne une pétition. Oui. Vous êtes mis comme objectif 1500 signatures. Pourquoi 1500? Sur quoi vous êtes-vous basé pour mettre votre objectif à 1500? Pour tout vous dire, d'abord, on est très content. On vient de réaliser le 1500 aujourd'hui. Hein? C'est parce qu'il y a deux... Ah ben, félicitations. Oui, on est très content de ça. On a 1511 au moment où on se parle. Alors, mais effectivement, ce qu'on s'était dit entre nous, au niveau du comité de citoyens, on s'était dit que si on dépasse 1000, on va être content. Alors, puis, dernièrement, on avait dit, dans une déclaration au Journal Le Réveil, on aimerait ça se rendre à 1500, puis aujourd'hui, on l'a réalisé. Alors, on est très, très content de la participation publique là-dessus. On trouve que c'est un appui important et, soit dit en passant, on avait deux dimensions à la pétition. Il y a une dimension Internet, mais on a aussi une pétition papier, ce qui fait que quand on va sur Internet, on voit 1111, mais il faut ajouter 400 autres signatures qui ont été faites sur papier avec mon collègue qui est l'instigateur de la pétition. Bon, justement, ça me surprenait parce que tout à l'heure, j'avais vérifié et je trouvais que les 400 derniers avaient été vite. Ce qui explique l'écart, c'est ça, dans les chiffres, c'est que initialement, la pétition papier, parce que tous les gens n'ont pas accès à Internet, a commencé en même temps, même un petit peu avant la pétition Internet. Donc, en additionnant les deux résultats, ça nous donne le 1511 d'aujourd'hui. Parfait. Au départ, vous vouliez que la salle de spectacle garde intégralement son nom, Auditorium Dufour. Maintenant, vous dites que vous êtes prêt à faire un compromis. Quel genre de compromis vous voulez faire? Nous, ce qu'on veut, c'est que la salle s'appelle Auditorium Dufour. On dit qu'il y a des moyens pour, si on veut, préserver la visibilité d'un commanditaire. On dit aussi que ce commanditaire-là n'est pas celui qui a nécessairement contribué le plus non plus. Et dans ce sens-là, pourquoi davantage le nom Théâtre Banque nationale? Parce que le gouvernement du Québec a contribué, par le ministère de la Culture, la Ville de façon très importante aussi, puis c'est à coups de millions. Hein? Alors, dans ce sens-là, nous, on dit... Dans le fond, c'est pas très complexe. On dit revenons au nom original, préservons l'objectif parce que la visibilité, on peut le faire d'abord. Sachons que sur chaque billet des futurs spectacles sur 10 ans, il va toujours avoir le logo du commanditaire principal de la Banque nationale. Donc déjà, c'est une excellente visibilité. Bon, à la limite, on pourrait accepter, si on veut, mais nous, on tient au nom principal, qui est en sous-titre un commanditaire, un partenaire privilégié. C'est un compromis pour nous. Il y a peut-être certains gens qui nous ont appuyés, qui ne seraient pas contents, disons, qu'on le concerne, mais disons que ça pourrait être un compromis, oui. Mais très important de revenir au nom original là, du Freedom. Et advenant le cas que votre demande est acceptée, n'ayez-vous pas peur que la Banque nationale réduise son appui financier? Non, on ne pense pas parce que l'objectif, c'est toujours, si on veut, quand on appuie comme ça l'objectif, puis je pense que ce serait un bon geste de la part, au contraire, de cette compagnie-là, de dire, regardez, cette population régionale-là tient à une identité sur le plan de sa salle de spectacle. On la reconnaît, on continue de faire valoir notre nom par, si on veut, une mention. Et là, si on veut, on va rejoindre un peu ce que je pense, la population. Parce que ça prend une certaine acceptabilité sociale quand on donne un nom comme ça. On est dans le domaine des arts. Il y a plusieurs formes d'art et c'est très important de se souvenir aussi, dans chaque région du Québec, de se souvenir des gens aussi qui ont développé ces formes d'expression que sont l'art. C'est le cas de Monseigneur Dufour à ce moment-là. En terminant, M. Rainville, advenant le cas, vous dites que vous avez réussi à atteindre votre objectif des 1500 signatures. Lorsque vous allez déposer votre signature, si jamais, pas votre signature, mais votre pétition plutôt, si jamais votre demande est refusée, est-ce que vous avez d'autres solutions envisagées pour parvenir à vos fins? Écoutez, nos prochaines actions, ce sont les suivantes. D'abord, on a rendez-vous très prochainement avec le président de Diffusion Saguenay. On va le rencontrer en lui faisant nos propositions. Ensuite, avec le maire de Saguenay. Puis, on veut déposer officiellement notre proposition, bien sûr, au conseil d'administration de Diffusion Saguenay et à la Ville de Saguenay, donc au conseil municipal. Ça, ce sont les prochaines actions. Si à la toute fin,
Hein? Parce que nous autres, on veut y aller par conviction. On veut les persuader que c'est une bonne idée. Donc, si on veut, si jamais on a un refus, bien là, on va le communiquer, bien sûr, dans les médias de la région. Puis, on va penser à ce moment-là à d'autres actions. Oui. Merci beaucoup, M. Rainville. C'est bien gentil. Bien, bonjour. Alors, c'était Marc Rainville, porte-parole du comité Auditorium du Four. Deux fraudeurs ont été arrêtés hier dans les environs du boulevard Saguenay à Chicoutimi. Les deux hommes auraient tenté de retirer 5 000 $ comptants dans diverses banques de l'arrondissement à l'aide de faux chèques et de fausses cartes d'identité. Le député néo-démocrate de Jonquière-Alma, Claude Patry, ne baissera pas les bras en 2013 dans son objectif de faire reculer le gouvernement conservateur dans sa réforme de l'assurance-emploi. Il compte redoubler d'efforts pour se faire entendre à ce sujet dès la prochaine session parlementaire qui débutera lundi. Lauriane Bédard, vous l'avez rencontré ce matin. Semble-t-il confiant d'arriver à faire bouger les choses? Oui, exactement, Nicolas. Je l'ai rencontré au cercle de presse ce matin et il semblait très solide dans ses propos. Il ne compte pas baisser les bras. Selon lui, la bataille ne fait que commencer et il rappelle justement que c'est le rôle de l'opposition. Ils ont le pouvoir de modifier et de créer de nouveaux projets de loi et c'est ce qu'il compte faire. Donc, il s'est rendu dans une tournée en 2012. Il s'est rendu dans plusieurs actions de mobilisation et il se dit prêt à s'engager. Rappelez-nous ce qu'est cette réforme de l'assurance-emploi. Oui, en fait, c'est une réforme qui est inclue dans le projet de loi C-36. C'est une réforme qui est entrée en vigueur le 7 janvier dernier et qui touche directement les travailleurs saisonniers. Donc, ces travailleurs sont contraints d'accepter durant leur période de chômage, durant l'année, un emploi, et ce, peu importe dans le domaine, un emploi qui correspond à 70 % de leur salaire et s'il est dans un rayon, si on veut, d'1 heure de route d'où ils vivent. Et s'ils n'acceptent pas cet emploi-là, ils seront contraints, ils seront privés, de leur assurance. On peut écouter M. Patry à ce sujet. Le pauvre travailleur qui a travaillé 35 ans pour se payer un fonds de pension, il faut perdre 25 et 30 % de son fonds de pension, c'est pas normal. Moi, j'accepte pas ça, j'ai beaucoup de difficultés. Quand je vois un chef d'entreprise s'en aller avec une prime de séparation de $2 millions ou un gros montant ou des actions en prime de séparation, c'est inacceptable. Et pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quelles sont les conséquences d'un tel changement? En fait, c'est que les domaines de la foresterie, de la construction et du tourisme sont des domaines saisonniers très présents au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce que M. Patry craint, c'est que les gens, à force de se trouver un emploi à gauche, revenir à droite, eh bien, il croit qu'ils vont se tanner et qu'ils vont décider d'abandonner pour se trouver un emploi plus stable. Et ça, il croit que ça va créer un problème de main-d'œuvre ici en région. M. Patry compte-t-il à son tour déposer un projet de loi? Oui, exactement. Il veut déposer un projet de loi pour venir en aide aux retraités. Donc, par rapport au fonds de pension, on peut écouter ce qu'il avait à dire. Imaginez-vous le gars qui est cuisinier dans une grosse hôtel. On va prendre les locaux, ou sur le bord de Tadoussac. Quand ça ferme, il n'y a plus de touristes, il n'y a pas de baleine l'hiver. Ces gars-là vont aller faire des hamburgers dans un restaurant ou d'œil. Ça ne tient pas là-haut. Merci beaucoup, Lauriane. Ça fait plaisir. Déjà rendus à leur 48e pièce de théâtre, les productions La Rubrique lancent leur tout nouveau spectacle intitulé La Liberté. Et David Rioux, cette pièce traite d'un sujet délicat qui est le suicide assisté. Oui, en effet, Nicolas, c'est un sujet qui pose grandement le questionnement dans la pièce de théâtre La Liberté. Le but est non pas de donner des réponses, mais bien de faire réfléchir l'auditoire. Dans une société fictive où le suicide est contrôlé et légalisé par les fonctionnaires, une famille fait face au dilemme. Un des leurs veut profiter du service offert qu'est le suicide assisté. Un droit à la liberté? C'est la question évoquée dans cette pièce par l'auteur Marc Bellemare. Un questionnement qui fait grandement réfléchir. On n'est pas là pour donner des réponses. Martin Bellemare ne donne pas de réponse. Il ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire ou ça qu'il ne faut pas faire. C'est qu'il pousse l'argumentation à son paroxysme, autant ceux qui sont pour que ceux qui sont contre. Il pousse ça carrément au paroxysme et il laisse le spectateur avec. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Où c'est que vous vous situez? Officiellement dévoilée aujourd'hui, la pièce de théâtre La Liberté met entre autres en vedette Danny Boudreau et Benoît Legrandeur. Malgré le sujet controversé, Marc Bellemare a voulu mettre en avant-plan une problématique qui se retrouve au cœur de l'actualité.
Ça ne se passe pas dans notre monde, on n'en est pas rendu là. Il faut se questionner sur et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on ferait en fait? C'est ça toute la question que ça pose. Parce que en ce moment, mourir si on est malade, la question se pose. Mais elle ne se posait pas il y a 50 ans. On n'aurait jamais pensé qu'on se poserait cette question-là. C'est donc un rendez-vous à compter du 30 janvier jusqu'au 16 février à la salle Pierrette-Gaudreau. David Rioux, ATM Nouvelles, Saguenay. Au sport maintenant, Mélissa Blouin, les patineuses de la région s'illustrent encore. En effet, Nicolas, 3 patineuses de la région, Marianne Saint-Gelais, Marie-Ève Drolet et Valérie Maltais, sont sélectionnées dans l'équipe féminine pour le championnat du monde de Hongrie du 8 au 10 mars. Caroline Truchon, qui est aussi de la région, agira à titre de substitut. C'est ce que Patinage de Vitesse Canada a annoncé aujourd'hui lors du dévoilement de la composition des équipes de courte piste. Quant à la formation d'athlétisme de l'Université du Québec à Chicoutimi, les Inuks se préparent pour le McGill Challenge. L'événement se déroule en fin de semaine à Montréal et regroupe des équipes en provenance de partout en Amérique du Nord. Elle représente un grand défi pour l'équipe de Chicoutimi, mais l'entraîneur Gino Roberge est bien confiant. La préparation du boxeur Francis Ntetou en vue de son combat du 2 février face à Michael Walchuk tire à sa fin. Le boxeur chicoutimien est au sommet de sa forme selon son entraîneur Michel Desgagnés. Félix Sétourbé, comment appréhende-t-il le contrat de son protégé? Eh bien, c'est assez simple, Mélissa. Son entraîneur, Michel Desgagnés, s'attend à un combat des plus difficiles face à Michael Walchuk. Celui-ci est doté d'un très bon menton et il possède beaucoup d'expérience dans le circuit pro. Le combat du 2 février prochain est prévu pour 8 rounds et se déroulera à l'Aréna Pierre-Lavoie de Chicoutimi. Pour le Saguenayen, ce combat représente une belle opportunité. Avec une victoire, le clan Ntetou pourrait se diriger vers un combat de championnat canadien chez les 168 livres. La ceinture du championnat NABF serait aussi dans la mire du boxeur et de son équipe. L'entraînement est des plus difficiles. Je te donne un exemple. Le combat va être un combat de 8 rounds. Donc, on s'entraîne toujours en 10 rounds. Le temps de pause en combat est de 1 minute. Ici, on coupe ça à 30 secondes. Toujours pour optimiser la récupération. Francis Ntetou s'entraîne depuis plusieurs semaines à raison de 6 entraînements hebdomadaires. Sa routine comporte de la course, de la musculation ainsi que des rondes d'entraînement. Le pugiliste du club de boxe de Chicoutimi misera davantage sur sa rapidité pour déstabiliser son adversaire. Le mot d'ordre de son entraîneur est simple. Il devra garder sa concentration s'il veut vaincre Walchuk. C'est un gars qui rencontre à peu près tout le monde sur la scène de boxe là, professionnelle, puis il fait bonne figure devant tout le monde. Il n'a pas peur des coups, il n'a pas les recevoir et il revient à la charge souvent. Francis Ntetou est en train de porter sa fiche immaculée à 9 victoires. Entre-temps, le boxeur tiendra un entraînement public ce dimanche au club de boxe de Chicoutimi. Félix Saint-Aubin pour ATM Nouvelles, Saguenay. Finalement, la compétition de snowcross de Saguenay aura lieu ce samedi à Shipsha pour sa 5e édition sur le site du Festival forestier. De sérieux candidats sont à surveiller, tels les frères Dave et Donovan Asselin. Les différentes catégories de la compétition sont sport, vétérans, dames et juniors. Une démonstration de freestyle sera aussi effectuée. C'est donc ce qui conclut les sports, Nicolas. Merci beaucoup, Mélissa. À la météo, Raphaël, est-ce que le temps glacial va s'adoucir au cours des prochaines heures? Eh bien, Nicolas, la température froide se poursuivra dans les prochaines heures. Par contre, ça s'adoucira légèrement pour ce qui est de la journée de demain. La météo ce soir à Saguenay, donc moins 26 avec quelques flocons et cette nuit, moins 29 avec ciel variable pour ce qui est de la journée de demain. Moins 22 avec soleil et passage nuageux. Du côté du lac Saint-Jean, ce soir, moins 26 avec encore une fois une faible neige et moins 29 cette nuit avec un ciel dégagé pour ce qui est de la journée de demain du côté du lac Saint-Jean. Moins 24 avec ciel variable. Mais n'oubliez pas de brancher vos voitures cette nuit car il fera encore une fois très froid. Merci, Raphaël. C'est ce qui conclut cette édition du Web Journal. Revenez-nous lundi. Mon nom est Nicolas Tremblay et je vous souhaite bonne soirée à tous.